Le patron de l'ANPE pose la question de contrepartie à demander aux chômeurs indemnisés, par exemple sous forme de tâches d'intérêt général. Le gouvernement boucle le budget 95, le prix de l'essence devrait augmenter l'an prochain de 20 à 30 centimes par litre, une hausse fiscale qui devrait toucher particulièrement l'essence sans plomb. Le PDG de la Sophira, toujours en garde à vue, Jean-Louis Ductaret, très proche d'Alain Carignon, devrait être prochainement mis en examen dans l'affaire Dauphiné News. Pour assainir la vie politique, l'un des dirigeants du Parti républicain a déposé un projet de loi destiné à obliger les élus locaux à déclarer leur patrimoine. Bill Clinton devrait confirmer cette nuit officiellement le lancement très prochain d'une opération militaire sur Haïti, malgré les fortes réticences de l'opinion publique américaine. Les troupes européennes de football, tout à l'heure, Auxerre a été battu à Zagreb 3-1. Nous terminerons ce journal par la découverte des trésors du galion San Diego, coulé en mer de Chine il y a près de 4 siècles. Madame, Monsieur, bonsoir. Plusieurs centaines de personnes ont assisté cet après-midi dans une atmosphère digne et recueillie aux obsèques de Christian Leprince, sa femme Brigitte et 2 de leurs filles tuées à coups de hachoir dimanche dernier à Torigné-sur-Dué. Dans son homélie, le prêtre a appelé les amis des défunts à éviter tout sentiment de vengeance. Reportage Thierry Curté, Éric Delagneau. Le soutien de l'abbé Froger avant la cérémonie. Madame Leprince est dans la tourmente, c'est la mère d'une famille déchirée. À ses côtés, son mari et le dernier de ses fils, Alain. Au premier rang, de l'autre côté de l'église, les parents de Brigitte. 2 familles unies dans la douleur. 2 villages aussi, distants d'à peine 3 km, qui communient avec ses enfants. À Torigny, comme à Conéré, où se déroulait la cérémonie, on avait cessé toute activité. Dans l'église, les 2 cercueils blancs de Sandra, 10 ans, et Audrey, 6 ans, vont encadrer ceux de Brigitte et de Christian au centre d'un tapis de fleurs claires. L'église sera bien trop petite pour accueillir le millier de personnes venues se recueillir. Ils écouteront l'homélie à l'extérieur et sous la pluie. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Oui, ils sont heureux ceux qui passent par-dessus les rancunes, par-dessus l'esprit de vengeance. Ils sont heureux ceux qui aiment quand même, envers et contre tout. C'est le seul moment de cette journée où l'on évoque le drame, et de manière très feutrée, par les textes de l'Évangile, quand la blessure brûle encore les consciences ici. Après être restés seuls un dernier instant avec les 4 corps, les proches des 2 familles ont accompagné Sandra et Audrey, Brigitte et Christian, jusqu'à leur dernière demeure, un caveau commun dans le cimetière de Conéré. Le gouvernement met actuellement la dernière main à la préparation du budget 95 qui sera rendu public mercredi prochain. Les vieilles recettes sont toujours d'actualité. Les prix de l'essence devraient augmenter de 20 à 30 centimes par litre, à commencer par l'essence sans plomb. Comme disait le regretté Jean-Paul Sartre, l'existence des taxes précède l'essence. Evelyne Goldman. 5 francs 75 le sans-plomb contre 6 francs 15 le super. Bientôt, ce ne sera plus pareil. La taxe sur les 2 carburants va augmenter, mais la hausse sera plus forte sur le carburant écologique. Ouais, effectivement, j'aimerais mieux que ça n'augmente pas. Oui, je prendrais toujours du sans-plomb. Pour quelle raison? Oh, une question de... Enfin, je pense que ça pollue moins. Et c'est ce qu'il faut pour la voiture, même si c'est plus cher, je devrais le mettre. C'est encore un bon moyen pour prendre de l'argent sur le dos des automobilistes. Aux automobilistes mécontents se joignent les professionnels du pétrole. Ça va contre la politique de l'environnement que veut le gouvernement lui-même. Et puis nous devenons très différents des autres pays européens qui mènent une politique d'environnement et qui maintiennent un prix plus bas pour le supercarburant sans plomb. En marge de l'Europe ou pas, la nouvelle augmentation devrait rapporter 7 milliards de francs dans les caisses de l'État. Dans la grande série Ozon, le gouvernement aurait également l'intention, si l'on en croit le journal Les Échos, d'alourdir le montant de la taxe professionnelle versée par les entreprises. Un projet qui fait hurler les responsables du CNPF qui mettent en garde contre, je cite, les conséquences très négatives sur l'emploi, l'investissement et la formation. Le directeur général de l'ANPE vient de briser un tabou en posant la question d'une éventuelle contrepartie à demander aux chômeurs indemnisés. Michel Bon songe par exemple à des tâches d'intérêt général, mais les syndicats ne trouvent pas ça bon du tout. Laurent Bailly. Michel Bon s'offre un pavé dans la mare pour son premier anniversaire à la tête de l'ANPE. Aujourd'hui, dans cette interview aux Échos, il s'interroge. La collectivité n'est-elle pas en droit, comme c'est le cas en Allemagne, de proposer aux chômeurs d'accomplir une tâche d'intérêt général en échange de son indemnisation? En fait, en Allemagne, la contrepartie demandée aux chômeurs reste une pratique marginale. Mais le système existe ailleurs en Europe.
En Suède en particulier, il y a des dispositifs importants et la politique de l'emploi suédoise est très structurelle. Dès que le chômage se met à augmenter du fait de la conjoncture, d'une évolution défavorable, immédiatement on met en place des emplois de ce type, de substitution pour les gens qui se retrouvent sans travail. En France, il y a déjà les contrats emploi solidarité, les CES, qui ont remplacé les TUC il y a 5 ans. Michel Bon veut donc aller plus loin, mais pour certains, sa proposition heurte le principe même de l'assurance chômage. Les salariés paient des cotisations, les employeurs paient des cotisations, et en échange de ces cotisations, le chômeur, le demandeur d'emploi, obtient des prestations. Alors, lui imposer des tâches d'intérêt général, ça peut te paraître séduisant, mais supposons que l'on fasse la même suggestion pour des retraités qui ont acquis leur pension par des cotisations, la suggestion surprendrait. Une surprise d'ores et déjà exprimée par plusieurs syndicats qui s'élèvent contre la proposition du directeur de l'ANPE. S'il voulait relancer le débat sur l'indemnisation du chômage, Michel Bon a pleinement réussi. Une telle proposition est-elle utile et réaliste ou, paradoxalement, ne risque-t-elle pas d'augmenter encore le chômage en diminuant les rares offres d'emploi potentielles? Réponse avec ce reportage de Ludovic Fossard. Vous pénétrez ici dans un atelier qui ressemble à une véritable entreprise artisanale. Parfaitement équipés, ces salariés sont capables d'intervenir chez vous pour vous aider à effectuer vos travaux intérieurs. Leur force est qu'ils coûtent moitié moins cher que ceux d'une entreprise traditionnelle pour un travail de professionnel. Je fais tout à fait le même travail, de toute façon, ça ne change pas. Que je sois dans une grosse entreprise ou dans une petite, c'est exactement le même. Mais si cette Régie de quartier a tout d'une vraie entreprise, elle n'en partage cependant pas les mêmes contraintes. Son statut associatif la préserve de charges trop lourdes, ce qui représente aux yeux de certains artisans une concurrence déloyale. Je pense qu'il ne faut pas ressentir la régie ou les entreprises d'insertion globalement comme concurrentielles aux entreprises classiques. J'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, vu le type de population avec lequel on travaille, les entreprises d'insertion et les régies de quartier sont complémentaires aux entreprises classiques. Car il est vrai que les régies de quartier agissent sur un créneau peu rentable pour les entreprises traditionnelles et dans des quartiers à faible revenu. Chez les professionnels, on se montre donc attentif à leur évolution, affichant une méfiance plutôt sereine. Parfois, ça blesse certains entrepreneurs qui voient une activité se développer dans leur quartier, activité subventionnée. Et bon, c'est des réactions épidermiques. Réaction donc marginale du fait que les entreprises d'insertion ne sont pas très nombreuses en France, un peu moins de 400. Elles ne constituent donc pas un véritable danger pour les entrepreneurs, du moins pour le moment. La suggestion du patron de la NPE vise tous les chômeurs, y compris donc les cadres. Ceux-ci sont-ils prêts à effectuer des travaux d'intérêt général? Reportage d'Antoine Comori et de Pierre Moscovici dans une agence de la NPE. Le chômage indemnisé, mais avec une contrepartie, une tâche d'intérêt général, un petit boulot au service de la collectivité. Dans cette agence pour cadres, l'idée lancée ce matin par le patron des lieux est accueillie avec circonspection et suscite surtout des interrogations. Je crois qu'il faut poser la question, notamment, ces gens-là seront-ils toujours inscrits à la NPE dans leur spécialité, demandeurs d'emploi dans leur spécialité? Et qu'il ne faut pas que cela soit un nuage de fumée permettant à M. Balladur de dire voilà, j'ai réussi à faire baisser le chômage d'1 million comme je vous l'ai annoncé et proposé. Mais dépouiller les petites annonces et répondre aux offres d'emploi est une activité incompatible pour beaucoup avec un travail d'intérêt général. Ça fait 1 an que je cherche du travail dans mon domaine. J'ai effectué des petits travaux qui n'avaient rien à voir avec mes études et je me suis rendu compte qu'il m'était impossible à la fois de faire ma recherche d'emploi et de faire un travail à côté. C'était vraiment très difficile. J'ai loupé beaucoup de choses à cause de ça. Je crois qu'il ne faut pas évacuer tout le vécu professionnel qu'ils ont eu. Il me semble que cette mesure évacue complètement cela. D'autre part, sur un plan individuel, la recherche de travail, c'est en soi-même un travail. On y passe beaucoup de temps, on y passe beaucoup d'énergie. Dans les jours qui viennent, Michel Bon va donc devoir se livrer à une activité somme toute normale en cette période de rentrée scolaire, celle de l'explication de texte.
Les remous autour des déclarations de François Mitterrand sur son passé lundi soir sur France 2. Hier, les membres du Bureau national du PS ont voté une motion exprimant au chef de l'État la confiance et sa reconnaissance pour les choix faits. Pour ne pas compromettre l'harmonie de la campagne présidentielle, les dirigeants socialistes ont décidé de s'imposer le silence, ce qui n'a pas empêché Roland Dumas de fustiger très violemment les socialistes qui, a-t-il dit, en ont profité pendant 2 septennats et se détournent aujourd'hui du président. Je souhaite que tout s'apaise et que cette conjuration, car il s'agit de cela, indépendamment de l'aspect personnel qu'il y a à la critique qui est faite contre le président de la République, cette conjuration des lâches, des ingrats et des revanchards maintenant devrait s'apaiser, se taire. Et le mot qui me paraît convenir le mieux est celui que j'ai entendu ce matin dans la bouche de M. Raymond Mombard. Tout cela n'est pas très digne. Pas très digne de la part de ceux qui ont dû leur carrière à François Mitterrand et qui maintenant hurlent avec les loups. Commentaire tout à l'heure d'Henri Emmanuelli. Les gens n'aiment pas que les chacals reprennent courage quand le sang du lion coule. Autre commentaire, celui de Lionel Jospin, qui estime qu'il n'est pas plus nécessaire de marquer une rupture avec François Mitterrand que de s'enfermer dans une espèce de fidélité à tout qui serait celle de l'aveuglement. À moins de 8 mois de l'échéance présidentielle, les candidatures potentielles se multiplient au sein de la majorité. Tout d'abord celle de Philippe de Villiers, qui taxe d'hypocrisie Édouard Balladur et Jacques Chirac. Raymond Barre est lui aussi désormais inscrit sur cette liste des candidats virtuels. Depuis quelque temps, l'ancien Premier ministre se positionne en critiquant subtilement les dernières déclarations de messieurs Chirac et Balladur. Commentaire, Carole Comont. Raymond Barre aime avant tout se faire oublier, sans doute pour mieux observer ce microcosme dont il se tient soigneusement à l'écart. Son nom figure pourtant toujours en bonne place dans les sondages et à l'approche d'une élection présidentielle, Raymond Barre, aussitôt, réapparaît. Vous y réfléchissez tout de même? Mais pourquoi pas? Et votre réponse viendra? Ma réponse viendra le moment venu, en temps opportun. Et il semble bien que le moment approche. Dans sa lettre mensuelle, Raymond Barre vient de publier ses objectifs pour la France. Un texte programme qui fait de lui un nouveau candidat à ce grand débat qui doit précéder l'élection présidentielle. Et qui lui permet au passage, même s'il s'en défend, d'égratigner un peu le gouvernement. Je me suis exprimé parce que je crois que, à la veille de l'élection présidentielle, qui est une échéance capitale pour le pays, il faut éviter que nous entrions dans ce que j'ai appelé à dessein. J'ai vu que j'ai déjà été épinglé là-dessus, mais je l'ai fait à dessein, la sensiblerie sociale, et que l'on se mette en présence des problèmes fondamentaux de ce pays qui commandent non seulement l'influence et l'avenir de la France dans le monde, mais qui commandent le niveau de vie des Français, la prospérité des Français et leur avenir. Une offensive d'ores et déjà condamnée par une partie de l'UDF et encensée par ses fidèles qui souhaitent voir Raymond Barre candidat. Le député du Rhône, lui, n'en est pas encore là, mais il l'a déjà prouvé. S'il en voit la nécessité, il n'hésitera pas. Le PDG de la Sofirat, Jean-Louis Dutarret, et sa sœur sont toujours en garde à vue à Nanterre. Le juge d'instruction lyonnais chargé du dossier Dauphiné News devrait les entendre très prochainement, peut-être demain, et probablement les mettre en examen. Si l'on en croit la presse régionale, Maurice Arex posséderait un compte en Suisse qui porterait sur une somme de 8 millions de francs. Le sénateur du Var, écroué depuis le 1er août, va être confronté demain à ses accusateurs dans le bureau du juge. Le point tout de suite avec notre correspondant Yannick Aroussi. 1er août 1994, Maurice Arex, sénateur du Var, ancien président du Conseil général, est écroué au Baumettes, mis en examen pour corruption. Au cœur de l'affaire, la construction de la Maison des Technologies de Toulon. L'entreprise de BTP Campenon-Bernard aurait versé 1,5 million de francs de pots de vin, une somme destinée, selon Maurice Arex, au parti républicain, dans le cadre de l'aide financière aux formations politiques. Pourtant, le parti républicain n'aurait touché que 500 000 francs. Où est passé le reste de la somme? C'est ce que le juge Roland tentera de savoir demain en confrontant Maurice Arex à 2 hommes clés de l'affaire. Guy Liotto, l'homme de confiance du sénateur, c'est lui qui aurait parlé du pot de vin aux enquêteurs, et Jean-François Barrault, un chef d'entreprise varois, qui aurait avec Guy Liotto récupéré une partie de la commission de Campenon-Bernard. Reste la question essentielle, qui était le destinataire final de cet argent? Demain, dans le bureau du juge, première confrontation entre ces 3 hommes qui se renvoient la balle. Rebondira-t-elle en Suisse où Maurice Arex posséderait un compte bancaire?
Un autre homme politique appartenant lui aussi au Parti républicain, Gérard Longuet, est également dans le collimateur de la justice. Le juge Van Rynbeek, qui enquête sur les finances du PR, s'intéresse, semble-t-il, de très près aux conditions d'achat de sa villa tropézienne, la villa tropézienne du ministre actuel de l'Industrie. C'est dans ce contexte très trouble qu'un autre dirigeant du Parti républicain, Philippe Vasseur, vient de faire une proposition audacieuse qui risque de faire grincer quelques dents. Philippe Boisserie. Maurice Arex devant les policiers est aujourd'hui en prison, soupçonné de corruption. Michel Noir mis en examen pour détournement de fonds à des fins électorales, voire personnelles. Jean-Michel Boucheron en fuite en Argentine après s'être largement servi dans les caisses. Gérard Longuet, à son tour, dans la ligne de mire des juges. Aujourd'hui, Philippe Vasseur dit stop et demande des contrôles plus stricts. Chaque élu, président de la République, membre du gouvernement, député, sénateur, président de conseil régional, président de conseil général, maire d'une ville de plus de 30 000 habitants, doit déclarer son patrimoine, ainsi que le patrimoine de son épouse et le patrimoine de ses enfants à charge. Et ce patrimoine doit être publié au journal officiel. Une proposition qui va donc plus loin que la législation actuelle. Les lois de 88 et de 92 obligent simplement les parlementaires, une fois élus, à déclarer leur patrimoine. Une déclaration soigneusement déposée dans les coffres-forts de l'Assemblée. Autant dire qu'on n'en parle jamais, sauf lorsqu'elle est volée, comme ce fut le cas pour celle de Pierre Bérégovoy. Philippe Vasseur souhaite donc que ces comptes soient rendus publics et étendus aux proches afin d'éviter tout camouflage, ce qui ne fait pas l'unanimité. Je suis d'accord pour tout ce qu'on veut comme contrôle à l'égard des hommes politiques. En revanche, qu'on laisse nos familles en paix. Les mesures à prendre, encore une fois, ce sont des mesures qu'il faut prendre à l'égard des corrupteurs, à l'égard de ceux qui distribuent de l'argent, à l'égard de ceux qui font des tentations, à ceux qui viennent dans les bureaux des élus avec une mallette remplie de liasses de billets. Autant dire que le débat divise profondément les parlementaires. Si Philippe Vasseur fait état du soutien indéfectible de Charles Millon, il n'est pas sûr que sa proposition de loi devienne autre chose qu'un thème toujours porteur de campagne électorale. Le syndrome main propre chez les élus, en l'occurrence les élus lyonnais, c'est le thème de l'enquête principale d'un nouvel hebdomadaire régional d'information, Jeudi Lyon, dont le premier numéro est sorti aujourd'hui au prix de 12 francs. Il y a 20 ans, jour pour jour, une grenade explosée au rez-de-chaussée du drugstore Saint-Germain à Paris, faisant 2 morts et 34 blessés. Cette affaire est prescrite sur le plan pénal, mais Carlos, qui avait revendiqué cet attentat, vient d'être assigné devant le tribunal civil de Paris et pourrait être condamné à verser des dommages et intérêts aux victimes. Reportage Vincent de Guyenne, Gilles Doblard. 15 septembre 1974, drugstore Saint-Germain à Paris. En fin d'après-midi, une bombe explose, 2 morts, 34 blessés. Ce jour-là, Anne Nichols était venue acheter des journaux. La grenade est tombée vraiment au ras de la caisse là. Et moi j'étais derrière le lien jaune de poteau qui est là au milieu. J'étais là. Et puis bon, après il y avait de la glace partout, des morceaux de verre, des gens qui criaient. Et moi-même, donc, j'ai vu que mon corps était totalement déchiqueté, surtout les jambes et les mains et les bras. Anne Nichols passe ensuite 2 longues années à l'hôpital. Elle s'en sortira sans séquelles graves. Fin 79, Carlos revendique l'attentat. Mais en 1983, l'instruction judiciaire est close par un non-lieu. 11 années passent et Carlos est arrêté cet été. Anne Nichols s'adresse aussitôt à SOS Attentat pour savoir si, malgré la prescription, le dossier peut être rouvert. Cet attentat était prescrit. Alors, je trouvais quand même que Carlos devrait être jugé pour cet acte. Hier, Carlos a été assigné à comparaître devant le tribunal civil de Paris. Il ne pourra être condamné qu'à verser des indemnités aux victimes, mais cette procédure est le seul moyen de contourner la prescription pénale. Nous savons bien, si vous voulez, que Carlos sans doute ne paiera jamais les dommages et intérêts auxquels il sera condamné envers les victimes, mais il convient que là aussi la justice passe, et il est encore temps, et nous avons profité de cette opportunité que nous offrait la loi pour le faire. Qu'elles soient indemnisées ou pas, et quel que soit le tribunal, les victimes veulent avant tout que Carlos réponde enfin devant les juges de l'attentat qui a bouleversé leur vie. Des suites juridiques, des expulsions de Folembray, le tribunal administratif d'Amiens examinait cet après-midi le recours en sursis et à exécution des arrêtés d'expulsion pris par le ministre de l'Intérieur Charles Pasqua. Le tribunal se prononcera la semaine prochaine. À Amiens, pour France 2, Valérie Hermite, Denis Pardano.
L'homme le plus attendu de cette audience était sans aucun doute Maître Audin, avocat du ministre de l'Intérieur. Dans ces dossiers, les pièces qui devaient justifier de l'expulsion en urgence absolue des assignés à résidence de Foll-en-Bray vers le Burkina Faso. Des pièces fournies au dernier moment, comme l'ont regretté les avocats des expulsés et le tribunal lui-même. Mais surtout, des pièces longuement contestées par ses adversaires. Il n'a été produit qu'une sorte de notice, qu'on appelle fiche individuelle, dans laquelle figurent un certain nombre de faits qui sont reprochés à chacun de mes clients. Or, ces faits ne sont justifiés par aucune pièce. En jargon policier, les pièces fournies par le ministère de l'Intérieur s'appellent des blancs, des fiches non datées, non signées, issues des services de renseignement. Mais la jurisprudence est claire et les accepte comme ayant une valeur probante. Des blancs dans lesquels on peut lire que Jafar El-Ouari était en relation avec les principaux leaders du FIS. Ali Ammar, lui, est accusé d'avoir participé à un trafic de matériel pour le compte des combattants algériens. Des arguments jugés insuffisants par le commissaire du gouvernement pour justifier l'expulsion en urgence absolue de Jafar El-Ouari et d'Ali Ammar. Ces seuls éléments ne permettent pas de considérer, bien sûr, en l'état du dossier, qu'il y avait urgence absolue et nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État à expulser M. El-Ouari et M. Ali Ammar. Seule la troisième requête retenue concernant Abdelkader Mechkour a été rejetée. Le délibéré sera rendu mercredi et si le tribunal suit les conclusions du commissaire du gouvernement, Ali Ammar et Jafar El-Ouari pourraient logiquement rentrer en France. En Algérie, au lendemain de la sortie de prison des deux chefs historiques du FIS, le groupe islamique armé, le GIA, a affirmé aujourd'hui dans un communiqué se refuser à tout dialogue avec le régime algérien ainsi qu'à toute trêve. Hier, Rabat Kébir, le principal dirigeant du FIS en exil en Europe, évoquait l'idée d'une négociation avec les autorités françaises pour instaurer une autre politique vis-à-vis des islamistes. Philippe Arouard a demandé à Alain Juppé ce qu'il en pensait. J'ai lu quelque part que la France était à la recherche d'une politique de rechange. J'avoue que je ne comprends pas cette interprétation. Je le rappelle, ce qui se passe démontre le bien fondé de ce que nous avons dit depuis le début. Alors, c'est vrai que j'ai entendu aussi certains leaders du FIS inviter la France à se mettre à discuter avec le FIS. J'avoue que je ne comprends pas non plus. Je n'ai aucune intention, moi, d'aller me mettre à discuter avec le FIS. C'est pas mon problème. C'est aux Algériens de discuter entre eux. Qu'ils discutent entre eux, qu'ils trouvent la solution qui leur convient, et à ce moment-là, s'ils souhaitent parler avec la France, sur le plan international, si je puis dire, bien sûr, nous parlerons. Mais je n'ai pas du tout l'intention d'aller m'immiscer dans des tractations internes à l'Algérie. Alain Juppé a également précisé que la France approuvait la prochaine intervention américaine en Haïti, tout en rappelant qu'il n'était pas question pour notre pays de participer directement à cette opération militaire. En tout cas, l'armée américaine ainsi que la télévision américaine sont déjà sur le pied de guerre, mais l'opinion publique ne voit pas franchement l'intérêt d'une telle intervention. Bill Clinton va tenter de convaincre ses concitoyens ce soir à l'occasion d'une allocution télévisée sur cette veillée d'armes. Commentaire de François Cornet. 24 navires de guerre, dont 2 porte-avions, 10 à 15 000 hommes embarqués, l'étau se resserre autour de l'île, mais la junte haïtienne refuse de céder devant la menace d'intervention américaine. Des avions de combat ont largué plusieurs millions de tracts sur Port-au-Prince, réclamant le retour au pouvoir du président Jean-Bertrand Aristide. Bill Clinton s'est dit déterminé à ordonner une invasion en Haïti. Il estime que les Américains le soutiendront lorsqu'ils auront pris conscience de la gravité des violations des droits de l'homme sur l'île et du risque d'une immigration massive d'Haïtiens vers les États-Unis. Le président provisoire d'Haïti, Émile Jonassin, 81 ans, refuse catégoriquement l'exil doré que lui propose le président américain s'il se retire avec son état-major. La situation est donc bloquée. Bill Clinton devrait lancer un ultimatum au gouvernement provisoire haïtien. Raoul Cedras, le commandant en chef de l'armée haïtienne, a déclaré qu'il ne bougerait pas. L'invasion américaine semble de plus en plus inévitable et devrait se dérouler suivant un scénario classique. Une première vague d'assaut composée de plusieurs centaines de commandos marines devrait neutraliser les points stratégiques de Port-au-Prince. L'aéroport, l'arsenal et le palais présidentiel, l'objectif étant de paralyser toute réaction des autorités haïtiennes. Une deuxième vague d'assaut de 2500 marines aéroportées par hélicoptère prendrait position dans Port-au-Prince pour éliminer les poches de résistance et assurer la sécurité de la ville. Enfin, une troisième vague, composée principalement de la 82e Airborne, serait parachutée en différents points de l'île, appuyée par la chasse américaine, pour neutraliser les derniers résistants et rétablir la sécurité des voies de communication.
D'après les stratèges du Pentagone, l'invasion, qui ne se heurterait qu'à quelques 7500 hommes sous-équipés et des volontaires civils mal entraînés, ne devrait prendre qu'une demi-journée. Mais personne ne dit pour l'instant combien d'hommes les États-Unis devront maintenir en Haïti pour assurer la paix. Non loin de là, à Cuba, l'exil des Balseros est désormais interdit par les autorités. La plupart des Cubains repêchés par les Américains a été regroupé dans une base militaire que les États-Unis possèdent toujours à l'intérieur même de l'île, à Guantanamo. Une base américaine au cœur de l'un des derniers pays communistes, ce n'est pas banal. Reportage de nos envoyés spéciaux Laurent Boussier, Alain Saint. À 54 ans, Carlos Pérez est un des généraux les plus décorés de l'armée cubaine. Ancien de la guerre d'Angola, c'est lui qui a la responsabilité de la zone militaire de sécurité autour de la base américaine de Guantanamo. Un poste clé. Ici, la guerre froide est toujours d'actualité. Routes militaires, miradors barbelés et patrouilles permanentes, tout rappelle l'ancien rideau de fer. Du haut des 320 mètres de la colline, où ils ont installé leur poste de commandement, les Cubains observent toute la baie et suivent chaque mouvement des Américains. Entre les Marines et les Cubains, quelques centaines de mètres, un no man's land truffé de mines. Chaque camp avoue en avoir déposé environ 200 000. Ce mini rideau de fer de 28 km de long isole complètement 8000 soldats américains et 40 000 réfugiés cubains et haïtiens du reste de l'île. Depuis un mois, l'armée cubaine a renforcé son dispositif de surveillance, mais le nombre de soldats autour de la base est toujours un secret militaire. Je ne peux pas vous dire combien ils sont, mais ils sont assez pour défendre le pays. Ça a été une décision politique. Maintenant, j'ai ce dont j'avais besoin. En ce moment, les soldats cubains observent surtout l'agrandissement des zones aménagées pour les réfugiés. Ceux-là avaient risqué leur vie en mer pour atteindre la liberté. Ils n'ont trouvé que la poussière et la chaleur d'un camp dans leur propre pays. Motif de satisfaction pour le général, aucun de ces réfugiés n'est passé par la zone dont il a la responsabilité. Personne ne peut passer par ici. Aucun de ces Cubains irresponsables, aucun de ces traîtres à la Révolution ne créera de problème entre le gouvernement américain et le gouvernement cubain en passant par ici. Vous pouvez en être sûr, c'est la volonté du ministre de la Défense. Affirmation un tout petit peu présomptueuse, depuis le début de l'année, 2 Cubains ont réussi à traverser ce rideau de fer, 2 miraculés qui ont réussi à déjouer la surveillance des soldats du général. État stationnaire pour le cardinal de Courtrai, toujours dans un coma profond. Contrairement à certaines indications ou informations, l'archevêché de Lyon a tenu à préciser que le prélat ne bénéficie d'aucune assistance artificielle. Au procès d'une exciseuse malienne devant la cour d'assises de Paris, l'avocat général a réclamé tout à l'heure une peine de 3 à 4 ans de prison. La rentrée des classes ne date même pas d'une semaine et voilà que certains de nos chers bambins sont déjà en examen pour l'évaluation nationale en maths et en français de tous les élèves de CM2 et de 6e, 1 600 000 au total. Le niveau scolaire est-il en hausse et une telle opération est-elle bien utile? Réponse avec ce reportage de Chantal Quimerlin et Jean Cornu. Ne recopiez pas le texte, mettez seulement les signes de ponctuation. Une semaine d'examen de français et de maths pour le premier contact du début d'année, on peut rêver mieux. Surtout quand on entre en 6e et que le collège fait déjà suffisamment peur. Parce que déjà on a peur des 5e et des 4e et on ne sait pas ce qui va se passer. Et en plus il y a un examen. Ouais. Et tu trouves pas ça normal? Non. Bah ça surprend au début. Au début ça surprend mais après on s'y fait. Bref, côté ambiance, c'est pas la joie, mais pour la pédagogie, il paraît que c'est nécessaire. Certains au début de l'année ne comprennent rien quand ils ont un texte devant eux, ils ne savent pas lire les consignes et donc ils répondront n'importe comment. Donc ça permet peut-être d'évaluer déjà un premier regard sur le niveau général de la classe. Selon la dernière évaluation de 93, un peu plus de 30% des élèves ne réussissent pas les exercices proposés sur la compréhension d'un texte, le vocabulaire, la grammaire et l'orthographe. Ce qui se confirme depuis plusieurs années, les performances sont comparables, ni meilleures ni pires. Une question se pose donc, puisqu'on fait le même constat depuis 6 ans, a-t-on trouvé des solutions du côté du ministère? Ça s'est bien passé dans les premières années. Il y a eu des actions qui étaient mises en place puisque très rapidement, un tiers des maîtres de la première année ont été formés. Et puis après, j'ai l'impression que ça s'est dilué dans les objectifs nationaux qui changent naturellement. Une
autre chose change aussi, celle-là positive. Les parents d'élèves sont de plus en plus nombreux à vouloir connaître les résultats de l'évaluation. Ils l'auront dans une quinzaine de jours et pourront alors en débattre avec les enseignants. Je vous propose maintenant de découvrir avec le reportage de Ludovic Fossard et de Didier Ricou la rentrée à Mulhouse de Sébastien, 14 ans, un lycéen pas comme les autres. Aïssa a tout de la bonne élève. Sourcils appliqués, regard studieux et réfléchi. Elle attend avec patience que son maître enregistre les subtilités de la leçon d'histoire sur son visio-braille. Sébastien est né aveugle il y a 14 ans. Il est aujourd'hui en classe de seconde et ne dispose pas de cours adaptés à son handicap. Sa chienne l'attend pendant des heures, scellant ainsi une amitié qui a commencé il y a un mois seulement. En quelques jours, elle est devenue bien plus qu'une compagne, en lui offrant les yeux qui lui manquaient. Le territoire d'une autre tribu, il signale... C'est vraiment pouvoir aller où on veut, quand on veut. Dans l'école, j'ai pas besoin de dire on est où exactement, où est l'escalier. Avec la canne, je devais demander l'escalier, il est plutôt vers la gauche, plutôt vers la droite. Si je ne me rappelais pas, tandis qu'avec le chien, je lui demande l'escalier, il y va. À cette autonomie s'ajoutent les avantages d'une intégration rendue plus facile. Tout le monde ici apprécie la chienne et son maître. Aïssa est devenue une sorte de mascotte. C'est marrant, on peut le caresser tout le matin. Il est sympa. Les adolescents non-voyants sont de plus en plus nombreux en France à réintégrer le système scolaire traditionnel. Cependant, Sébastien est le seul à bénéficier de l'aide d'un chien guide du fait qu'on a longtemps hésité à confier des animaux à des adolescents. Si l'expérience se passe bien, nul doute que les lycées français compteront dans l'avenir davantage de lycéens non-voyants et surtout de nouveaux chiens. En Coupe d'Europe de football, entrée très remarquée en Ligue des Champions du PSG, vainqueur hier soir 2-0 du Bayern de Munich. Et tout à l'heure, en Croatie, les Auxerrois rencontraient l'équipe de Zagreb. Les hommes de Giroud ont été battus 3-1. Récit, Yann Lavoie. Il n'est jamais bon de vivre avec ses souvenirs. En 89, le Croatia Zagreb s'appelait encore le Dynamo et Auxerre était venu s'imposer sur cette pelouse du stade Maksimir. 5 ans plus tard, les Croates n'ont eu besoin que de 40 secondes pour tromper Charbonnier, le gardien bourguignon. C'est toujours très dur ensuite de relever la tête après des débuts aussi calamiteux. En revanche, Mahé, lui, lève le pied un peu trop haut, penalty. Mais Pamic fait connaissance avec le remplaçant de luxe de Bruno Martini. Et au lieu d'être mené 2-0 après 20 minutes de jeu, Auxerre va égaliser grâce à Diomède, international espoir. En l'absence de Coquard et Bayrou blessé, Batik lors de forme, Giroud a une fois de plus fait confiance aux jeunes. Et Auxerre, il y a aussi des joueurs plus expérimentés, tels que Martins, mais Corentin n'est pas en réussite ces derniers temps. Dommage, car Zvitanovic, lui, a un bon coup de tête et il donne l'avantage aux Croates, 2-1 à la mi-temps. Et les affaires auxerroises ne vont pas aller en s'améliorant en seconde période. Pamic n'est peut-être pas très bon pour tirer les pénaltys, mais en revanche, il est efficace de la tête. Sans jamais être dominé techniquement ou physiquement, les Auxerrois ont trouvé le moyen de perdre lourdement 3-1 et leur qualification pour le second tour est bien compromise. Il était désolé pour le Bayern de Munich, mais franchement ravi Michel Denisot pour son équipe, le PSG, qui depuis le début de la saison connaissait un véritable problème d'efficacité. Mais hier, c'était la résurrection de Mr. George Weah. Luis Fernandez a eu raison de lui renouveler sa confiance. Il a grandement déstabilisé la défense du Bayern. Il marque d'ailleurs le premier but en première mi-temps et laisse ici intelligemment ce ballon pour Bravo en seconde mi-temps. Bravo, qui sonne sèchement le glas des espérances du Bayern. 2-0, le PSG a fait une belle entrée en Ligue des Champions. Voilà, bravo à Bravo. Comme promis, je vous propose de terminer ce journal par un petit détour à la Grande Halle de la Villette à Paris, où est organisée une exposition très originale qui ravira les amateurs de chasse au trésor de 7 à 77 ans. Le San Diego, un galion espagnol coulé en mer de Chine au large de Manille en 1600, a été en effet retrouvé intact par l'archéologue français Franck Gaudiot. 4 siècles sous les mers, une bien belle histoire que nous content Georges Bégou et Jacques Garniche. Suivant les gravures du temps, ainsi se déroula l'affrontement entre le Mauritius hollandais et le San Diego espagnol au large de Manille. Les dessinateurs travaillaient sur la foi des rapports des deux amiraux ennemis, mais tous deux avaient menti. En réalité, il n'y eut pratiquement pas de bataille. Il aura fallu attendre 4 siècles pour que Franck Gaudiot, archéologue sous-marin, historien et véritable détective, rétablisse la vérité.
Le galion était intact. Je le savais avant d'aller chercher, ça paraissait évident que, vu les circonstances du naufrage, on allait trouver quelque chose d'extraordinaire. Mais là, la réalité a dépassé de loin nos espérances. On a trouvé 770 jarres, certaines merveilleuses comme ça ici. Les premiers canons de bronze des Philippines, c'est vraiment les canons aux armes royales de Philippe II ou aux armes du Portugal. Une vaisselle, alors une porcelaine tout à fait inouïe, qui était la porcelaine en fait des grands d'Espagne, de la noblesse espagnole qui était à bord. Une extraordinaire collection de porcelaine de Chine, une collection de bouteilles en porcelaine de Chine qui est une des plus belles du monde maintenant, et probablement la plus belle du monde. On plonge et puis on a un genre d'aspirateur à eau. On fait très attention, on enlève le sable avec la main, très délicatement, on détourne les objets, on les positionne bien sûr sur le site de fouille, et puis ensuite on les relève à la surface avec méticulosité, parce que ce sont des objets fragiles, ils ont 4 siècles, ils ont été abîmés par l'eau de mer, donc il faut les traiter avec amour. Parmi les objets les plus précieux, la boussole du San Diego et l'astrolabe qui permettait aux navigateurs de se repérer par rapport aux constellations. Pour cette exposition, pas comme les autres, il fallait un metteur en scène qui trace un parcours de la cale au pont supérieur et nous restitue l'atmosphère du galion. C'est ce qu'a réussi l'architecte Philippe Delis. On emprunte un peu au film, on emprunte un peu au théâtre, on emprunte un petit peu à l'opéra aussi. La reconstitution, pour moi, c'est un peu de l'imposture. C'est faire du réel et donner du réel n'apporte pas grand-chose. Tandis que travailler avec l'allusion, la citation, déclenche sans doute l'imaginaire du visiteur. Il faut faire un petit peu travailler le visiteur. Je pense que c'est quelque chose qui est important dans une exposition. Dans le port de la Villette, l'imagination du visiteur en fait sans peine un marin du San Diego. Voilà, à propos de richesses enfouies, je vous rappelle que c'est ce soir le dernier délai pour payer votre 3e tiers provisionnel. Dans quelques minutes, envoyé spécial, le magazine de la rédaction de France 2, que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre fidèlement. Au programme ce soir, ce qui se cache derrière le succès d'Herbalife, un régime miracle américain, un reportage sur les femmes flics de la Nouvelle-Orléans et une enquête très intéressante sur Canal Nord, une télévision de proximité, comme l'on dit, qui consacre exclusivement ses programmes au quartier délaissé d'Amiens. Après Touchez pas au Grisby, vous retrouverez Catherine Sellac pour le dernier journal vers minuit 15. Demain à 7h50 pour les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Dominique Voynet, porte-parole des Verts. Dans un instant, la météo de Sophie Davant et le point route de Valérie Maurice. Le dicton du jour, à la Saint-Roland, je soigne mon corps. À demain 20h, excellente soirée, merci.